Le régime grabataire de M. Biya Polo au Cameroun vient de publier un énième décret de remaniement de l'organisation et des responsabilités des forces de défense et de sécurité du Cameroun. On pourrait dire, sans risque de se tromper, que les remaniements militaires sont une banalité dans une république. Le chef suprême des armées, en vertu de la Constitution, a tout à fait toute l'attitude de réaffecter à la tête des unités des forces de défense et de sécurité du pays, eh bien, les militaires, les gendarmes et les policiers de son choix. On dirait une fois de plus qu'il n'y a rien à voir, circuler, ça fait partie du fonctionnement normal des institutions. Le chef suprême des forces armées, en fonction des besoins, de l'évolution des demandes en mission de sécurité, en mission militaire dont le pays a besoin, affecte à tous les postes militaires, à tous les postes eh bien, de sécurité, conformément à ses prérogatives. Et que commenter un décret dans ces conditions-là, eh bien, c'est tout simplement, littéralement, enfoncer un grand coup d'épée dans l'eau. Mais le Cameroun n'est pas un pays comme les autres. Ce n'est pas un pays normal. Pour reprendre une formule de feu, le professeur Hubert Monondiana, qui lui-même a fini par se repentir pendant très longtemps d'avoir cru en Paul Biya, le Cameroun est un pays où on a normalisé l'écart et où on a écarté la norme. Je reprends cette citation du philosophe Hubert Monondiana, aujourd'hui disparu, longtemps professeur à l'université de Yaoundé, ancien secrétaire national à la communication du Rassemblement démocratique, soi-disant donc du peuple camerounais, le parti de Biya, mais qui, avec le temps, a compris l'échec dont le régime qu'il avait servi était coupable, et qui a résumé l'état de la situation socio-politique au Cameroun en une formule. Le Cameroun, disait-il, est un pays où on a normalisé l'écart et où on a écarté la norme. C'est-à-dire que il y a une autre formule, un dicton typiquement camerounais qui est utilisé dans le débat public. On dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. Quand on dit le Cameroun, c'est le Cameroun, on veut dire qu'il y a des choses qui sont possibles au Cameroun et qui ne sont pas possibles ailleurs. Et il y a des choses qui sont possibles uniquement au Cameroun. Il y a des choses que seul le Cameroun sait rendre possibles. Voilà ce qui se cache derrière la formule « le Cameroun, c'est le Cameroun ». Voilà les raisons pour lesquelles le philosophe Hubert Monondiana a dit que ce pays était devenu passé maître dans l'art d'écarter la norme et de normaliser l'écart. Écarter la norme, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire mettre à côté les règles. Et la maîtresse des règles dans un pays qui doit être normal, c'est la Constitution, puisque la Constitution est la loi qui sert de référence à l'ensemble des lois, des décrets, des arrêtés, à l'ensemble des décisions et même des activités qui se déroulent dans l'espace de la communauté politique de l'État. Or, au Cameroun, la première des règles qui est écartée, c'est la Constitution elle-même. Parce que l'autocrate local peut s'absenter pendant bientôt 60 jours sans qu'il soit possible, grâce au mécanisme constitutionnel, de constater la vacance du pouvoir de l'État, du pouvoir présidentiel à la tête de l'État. Donc, quand on dit que le Cameroun est un pays où on a écarté la norme, ce qu'on veut dire, c'est que c'est un pays où la Constitution elle-même, celle qui est supposée être la norme du système politique, ne s'applique pas. Elle ne s'applique pas. Parce que si la Constitution s'appliquait, les institutions camerounaises auraient déposé depuis très longtemps l'individu nommé Paul Barthélémy Biya Abimbono. Il aurait été institutionnellement et constitutionnellement déposé si la norme n'avait pas été écartée au Cameroun. C'est un individu très âgé qui désormais, on le sait depuis très longtemps, est physiquement et psychologiquement incapable de gouverner, de gérer un pays, mais qui a un seul projet, c'est de mourir en étant président de cette république bananière, d'avoir tous les honneurs, d'être enterré dans le pays, alors qu'il a veillé à empêcher son prédécesseur de mourir et d'être enterré au pays. C'est sa seule ambition politique. Et tout le système politique a été perverti, transformé pour servir cette ambition. Mais la citation du philosophe Hubert Monondiana comprenait un deuxième aspect. C'est un pays où on a normalisé, on a écarté la norme. Donc, on a mis la Constitution à côté. Et au Cameroun, on fait ce que le plus fort du moment veut faire. Et le plus fort du moment, c'est le régime Biya qui détient la gendarmerie, la police, la sécurité militaire, les renseignements généraux,
et qui est capable de les utiliser en permanente contre quiconque veut simplement appliquer la norme. Bon. Mais Mono Diana dit, au Cameroun, on a normalisé l'écart. C'est autre chose, hein? Ce n'est pas la même chose qu'écarter la norme. Écarter la norme, c'est mettre la loi de côté. Mais normaliser l'écart, c'est instaurer la perversité comme loi. C'est instaurer la duplicité comme loi. C'est instaurer la méchanceté comme loi. C'est instaurer le mensonge comme règle. C'est instaurer la ruse, toutes les contre-valeurs sociétales. Que ce soit celles de la société traditionnelle africaine du Cameroun, que ce soit les valeurs sociétales proclamées par la morale tirée des textes politiques fondamentaux, tout ça a déjà été écarté. Mais on ne s'est pas contenté d'écarter la norme. Au Cameroun, on a fait quelque chose de plus, c'est qu'on a normalisé l'écart. C'est-à-dire qu'on a introduit comme principe de fonctionnement de tout l'ordre social le principe de perversité, le principe de duplicité, le principe de ruse, le principe de mensonge, le principe de violence, le principe de corruption. Bref, en fait, toutes les contre-valeurs ont été instituées. Le Cameroun se tirerait encore mieux d'affaire si on s'était contenté, en effet, d'écarter la norme. Parce qu'en fait, la constitution du Cameroun est une constitution qui est une copie stupide des constitutions de la 5e République française. C'est une constitution qui devra être écartée quand nous aurons à refonder le Cameroun. On devra vraiment l'écarter pour en placer une autre. Mais dans la situation actuelle au Cameroun, on n'a pas écarté la constitution pour proposer une autre constitution. Non. On a écarté la constitution et on a proposé le règne de la non-loi, le règne de l'immoralité, le règne de la terreur, le règne du mensonge. On a imposé le règne des contre-valeurs. Je vous donne quelques exemples pour illustrer cela. Je commence par une scène de rue que j'ai vécue au Cameroun en 2014. Je séjournais au Cameroun avec ma famille et nous allions rendre visite à une partie de ma famille dans un quartier de Douala. Nous avons emprunté un taxi qui nous a déposé en bordure de chemin. Il fallait traverser la route pour entrer et arriver à la maison de la famille que nous allions visiter. Au moment de traverser, on se rend compte que les motos-taxis au Cameroun roulent sur le trottoir des piétons. C'est-à-dire que les piétons n'ont plus sur la chaussée une quelconque zone qui leur soit réservée. Normalement, la chaussée est faite pour les véhicules, que ce soit les voitures ou les motos. Et le trottoir est fait pour les piétons. Mais au Cameroun, la scène que j'ai vécue est celle où, en raison du très mauvais état de la route et de l'absence de présence des forces de l'ordre pour encadrer la circulation, les motos, pour échapper au retard, les motos roulent sur le trottoir. Et j'ai entendu plusieurs fois des motocyclistes insulter des piétons. Des piétons qui marchaient sur le trottoir en leur demandant de s'écarter. Qui n'avaient pas entendu qu'il y avait une moto qui venait derrière. Autrement dit, sur le trottoir qui appartient aux piétons, le motocycliste se comporte comme si le piéton est en faute et que lui, il est dans son droit. De telle façon que la scène que nous avons vécue est l'une des plus effrayantes de ma vie. J'avais mes très jeunes enfants dans les mains et il fallait traverser de l'autre côté. Et il n'y avait aucune autorité pour organiser la traversée. Les piétons doivent slalomer entre plusieurs dangers mortels pour se retrouver de l'autre côté de la route. Parce qu'il n'y a pas de passage piéton prévu et il n'y a même pas de couloir prévu pour les piétons. Voilà la scène 1. Deuxième scène, le règne de ce qu'on a appelé la nustocratie au Cameroun. Plusieurs institutions camerounaises ont été prises d'assaut par des pervers sexuels. Je dis bien des pervers sexuels, pratiquant un certain nombre de rituels de magie noire, comme on l'appelle, des rituels qui inversent les valeurs de la société pour créer une fidélité mentale, une dépendance mentale entre ceux qui accèdent aux fonctions et ceux qui les donnent. Au point que plusieurs jeunes Camerounais se sont retrouvés sous la pression et l'obligation de consentir à des rapports sexuels, y compris à des rapports sexuels contre nature, afin de mériter la confiance de ceux qui doivent les nommer. C'est ce que le philosophe Théodore Ateba-Yéné, aujourd'hui décédé, a appelé le règne du magico-anal. Le magico-anal. Plusieurs témoignages de jeunes Camerounaises, de cadres camerounais et camerounaises, faisant état de la généralisation de cette pratique. Dans les plus hautes sphères du gouvernement et de l'État du Cameroun, ces témoignages existent. Et l'un des ouvrages qui aura attiré l'attention de l'opinion internationale sur cette pratique est un ouvrage d'un certain Daniel Ebale Angounou, qui dénonçait le plus haut sommet de l'État à propos de cette pratique. Voilà un deuxième exemple.
de ce qu'on appelle la normalisation de l'écart. J'ai parlé d'écarter la norme, mais là maintenant je vous explique la normalisation de l'écart. Je donne un troisième exemple de cette normalisation de l'écart. L'économie nationale du Cameroun fonctionne à perte. Elle fonctionne à perte. Les ministres des Finances du Cameroun sont des spécialistes du surendettement du pays. Le pays en est à plus de 16 000 milliards de francs CFA de dette publique. C'est le sort de 3 ou 4 générations futures de Camerounais qui est ainsi sacrifié, car ces générations auront obligation de rembourser les dettes qui ont été contractées par des dirigeants qui sont les plus graves prévaricateurs de l'histoire du pays. Le régime de M. Biya est le régime le plus corrompu que le Cameroun ait jamais connu. Le Cameroun a connu 2 régimes politiques. Celui d'Amadou Ahidjo, qui était construit sur le sang du mouvement indépendantiste massacré avec le soutien de la France, Amadou Ahidjo ayant pour bras droit, notamment à partir de 1961, un certain Paul Biya. Le régime d'Ahidjo a tenté de bâtir l'embryon d'un État avec l'assistance des coopérants français. Cet État-là qui était donc construit sur le sang, sur le crime, sur les déportations, sur les exterminations. Cet État a été entièrement récupéré par Paul Biya en 1982 et il en a fait un État champion de la corruption d'État. On n'a jamais autant volé de l'argent public au Cameroun que sous Paul Biya. Et le mauvais exemple commence par Paul Biya lui-même, qui n'a jamais déclaré devant le peuple camerounais la réalité de sa fortune. Sa soi-disant constitution, en un article qui était autrefois l'article 66, lui fait obligation de dire à tous les Camerounais, à toutes les Camerounaises, d'où vient le patrimoine qu'il a. Il n'y a jamais souscrit. Ahidjo met en place, à la fin des années 60, une inspection générale de l'État, au début des années 60 d'ailleurs, une inspection générale de l'État chargée de combattre la corruption. Et par là, Ahidjo enlevait déjà la lutte contre la corruption à la justice. Car quand c'est le gouvernement qui doit combattre la corruption, ben, la justice est inféodée au gouvernement, est inféodée à l'exécutif, et la lutte contre la corruption devient une chasse aux sorcières permettant tout naturellement aux gouvernants de régler les comptes à leurs opposants au passage. Le Cameroun est un pays qui plusieurs fois a été classé pays le plus corrompu d'Afrique, dans plusieurs classements crédibles, comme le classement pendant plusieurs années de Transparency International. Mais si le Cameroun est l'un des pays les plus corrompus d'Afrique, cela veut dire que la dette qui est contractée au nom des Camerounais est une dette qui est volée. Quand des voleurs empruntent au nom d'un pays, ils n'empruntent pas pour ce pays, ils empruntent pour eux-mêmes, pour continuer à voler. Nous avons l'élite bureaucratique et politique la plus vorace d'Afrique centrale. Je pense même que c'est probablement avec celle de la République démocratique du Congo, l'une des plus voraces au monde. Une élite de voleurs impénitents, de voleurs sans foi ni loi. Il y a des individus au Cameroun qui possèdent des banques entières en argent cash. Des banques entières en argent cash. Il y a des gens qui ont plus de liquidités dans leur résidence privée que des banques. Et ils ont des liquidités en toute monnaie, en euros, en dollars, en francs CFA, en yuan. Ils sont capables de payer dans toutes les monnaies du monde sans sortir de leur maison. Et cela pendant plusieurs décennies. Donc les 16 000 milliards de dettes contractées par ce gouvernement ne seront pas remboursés par les membres de ce gouvernement qui sont d'ailleurs par ailleurs responsables de la prévarication de cette dette. Et ils seront opposés au peuple camerounais quand ce gouvernement ne sera plus. Voilà 3 exemples qui vous permettent de comprendre l'expression du philosophe Hubert Monondiana. Le Cameroun est un pays où on a écarté la norme et où on a normalisé l'écart. Voilà 3 cas. 3 cas. Si je pouvais prendre un 4e cas, c'est le fonctionnement de la justice. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Les innocents sont en prison et les coupables les narguent. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Des gens sont en prison pendant de longues années sans le moindre début de procès. Des gens meurent en prison sans avoir eu l'occasion de défendre leur innocence devant un tribunal. Des gens se voient infliger des peines de prison irrationnelles, comme celle que Ouattara Draman, par exemple, en Côte d'Ivoire, inflige à ses opposants. Il n'y a pas de justice pour le peuple camerounais. Les palais de justice, comme le disait mon maître Serge Benoît Conta, sont des palais d'injustice au Cameroun. Les Camerounais qui vont au tribunal savent qu'ils s'en vont à l'un des endroits les plus corrompus de la terre. Ils y vont comme on va en enfer. Car ils savent qu'à tout bout de champ, celui qui a le mieux corrompu va renverser le jugement. Voilà le pays
dans lequel il faut comprendre le remaniement. À quoi sert le énième remaniement du régime Biya? Je n'ai pas dit de Paul Biya. Parce que lui, sa capacité à gouverner, eh bien, elle est nulle en tant qu'individu. Son épouse, la première dame de la République bananière du Cameroun, se promène dans les rues de Genève et fait des vidéos pour narguer les Camerounais. Mais on sait très bien que, très clairement, M. Biya n'a plus les aptitudes, n'a pas l'aptitude physique depuis plusieurs années. D'ailleurs, il a lui-même délégué l'essentiel de ses pouvoirs, sauf tout ce qui lui permet, d'une manière ou d'une autre, de continuer à manipuler la situation politique pour mourir au pouvoir, avoir des obsèques officielles au Cameroun, être enterré chez lui en Gomeka et protéger ses arrières en imposant l'un des siens, notamment son fils, dont le décret est pratiquement déjà prêt. Donc, à quoi servent les remaniements militaires? Je peux maintenant répondre à cette question. Les derniers remaniements militaires sont des derniers ajustements pour préparer une élite militaire qui obéira le doigt sur la couture à l'héritier choisi par Biya au moment où celui-ci se ferait enterrer avec tous les honneurs indus. Les remaniements militaires ne sont rien d'autre que la préparation de l'intronisation de l'héritier nommé par décret par Biya. On fait monter les hommes qui vont obéir à Franck Biya, on fait monter les hommes qui vont obéir à l'homme du clan Biya. Et on déplace dans l'armée les officiers que l'on soupçonne de pouvoir se retrouver soit sous l'influence du néocolonialisme français qui a son plan de coup d'État contre le régime Biya, soit sous l'influence des aspirations populaires révolutionnaires. Les remaniements militaires n'ont pour but que de déplacer des hommes soit soupçonnés de pouvoir mettre en œuvre le coup d'État néocolonialiste français. Vous savez, Paris a préparé pour tous les pays de son précaré autoproclamé, de sa zone d'influence, de son dispositif socle, un coup d'État de rechange sur le modèle de ceux qui ont été organisés au Gabon, en Guinée-Conakry, même en 2021 au Tchad. Paris a préparé un coup d'État de réserve qui est dans ses tiroirs pour tous ces pays-là. Cameroun, Côte d'Ivoire, Paris a des coups d'État dans ses tiroirs. Et Biya et Paris jouent au jeu à la souris, au jeu du chat et de la souris. Chaque fois que le régime Biya imagine que tel ou tel soldat important, tenant un bataillon, tenant un régiment important, une position importante, aurait été de près ou de loin approché ou serait sensible aux ordres de Paris, on le change et on l'affecte dans un bureau miteux où on le décharge de tout commandement d'unité, le temps de voir clair dans son jeu. Et les remaniements dans l'armée camerounaise ont aussi pour but d'empêcher l'émergence d'officiers panafricanistes révolutionnaires qui viendraient mettre fin à la gabégie qui règne à la tête du pays. Voilà le but de ces remaniements. Ils n'ont rien à voir avec le bien-être des Camerounais, dont M. Biya et son clan se fichent comme de l'an 40. Ils n'ont rien à foutre des Camerounais. De toute façon, l'absence de Paul Biya du Cameroun est égale à sa présence. Voilà pourquoi dans notre précédente conférence, j'ai expliqué aux Camerounaises et aux Camerounais qu'il ne sert à rien d'attendre Paul Biya. On n'attend pas Paul Biya parce que de toute façon, le Cameroun fonctionne sans lui. Le Cameroun fonctionne sans lui et le Cameroun est déjà gouverné par ses héritiers. Il ne s'agit donc pas d'attendre Paul Biya, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Cela n'est pas important parce que la vie ou la mort des Camerounais n'intéresse pas Paul Biya lui-même. Il ne l'a jamais intéressé vraiment. Dans la conférence précédente que j'ai donnée, j'appelais les Camerounais à prendre conscience que la seule question qui vaille, le seul sujet important de ce temps, c'est la récupération de la souveraineté du peuple camerounais, c'est-à-dire la fin du régime de Biya. C'est la mobilisation de millions de Camerounais et de Camerounaises dans toutes les rues du pays, la déferlante du peuple camerounais pour reprendre la main de son histoire et imposer une transition vers une république fédérale panafricaine qui s'inspire de la révolution de l'Alliance des États du Sahel. Il n'y a rien d'autre de bon à faire au Cameroun que débarrasser ce pays de ce régime, tout ce régime, instaurer une transition pour élaborer une nouvelle constitution et créer une république fédérale panafricaine. C'est à partir de la conscience panafricaine qu'on peut faire renaître le Cameroun. Il n'y a rien de mieux à faire pour le Cameroun. Donc tous ceux qui sont dans des logiques d'attente sont en train de perdre leur temps. On n'attend pas quelqu'un qui n'a pas votre temps. Une deuxième fois, on n'attend pas quelqu'un qui n'a pas votre temps. On n'attend pas quelqu'un qui n'a pas votre temps. On s'occupe de ses affaires. Le peuple camerounais doit s'occuper de ses affaires, c'est-à-dire récupérer sa souveraineté. La récupération de la souveraineté signifie se mobiliser ensemble sur des bases de peuples panafricains, déterminés à marcher à l'unisson des peuples ouest-africains éveillés pour aller vers la République fédérale et servir de modèle au changement en Afrique centrale. Donc le remaniement militaire là est un ajustement clanique uniquement dans le but de protéger les arrières du satrape déclinant. Et il n'a qu'un seul objectif, mourir au pouvoir, avoir des obsèques nationales, et à ce moment-là, transmettre le pouvoir à un de ses héritiers pour protéger ses arrières. Et de toutes les façons,
je suis convaincu que M. Biya, en tant qu'individu, se fiche pas mal d'abord de tous les Camerounais et il se fiche pas mal de ce qui arrivera à sa propre famille quand il ne sera plus au monde. Tout ce qu'il ne veut pas, c'est connaître une humiliation de son vivant comme celle qu'il a infligée à son prédécesseur et bienfaiteur, Amadou Ahidjo. Paul Biya est d'un cynisme absolu. Regardez simplement l'état dans lequel il a abandonné sa propre fille, sa fille aînée. Regardez les déblatérations de sa fille aînée. Elle vous indique le type de père que Paul Biya aura été. Donc en fait, c'est même pas pour protéger les Franck Biya, les Brenda Biya, les juniors ou les enfants de sa femme que Paul Biya organise une succession clanique. C'est juste pour que lui, de son vivant, ne soit pas humilié. Car le narcissisme de ce despote est tellement profond que le sacrifice de ses propres enfants ne représente rien pour lui. C'est pas un problème. Regardez l'état de sa fille. Dans un pays où, eh bien, les pratiques, par exemple, homosexuelles sont interdites par la loi, regardez ce que sa fille a fait. Au vu et au su de tout le monde. Regardez les orientations sexuelles que sa fille a revendiquées, publiquement. Il s'en fiche complètement. Ni de l'existence de la loi, ni de sa non-application. Le seul problème de M. Biya, c'est de mener à bien sa barque jusqu'aux obsèques officielles. Une fois, croit-il, qu'il sera donc enterré dans son mausolée et qu'il y aura à la tête du Cameroun un héritier qui impose aux Camerounais d'aller se prosterner devant sa tombe, lui, il estime qu'il aura atteint le but de sa vie. Alors le peuple camerounais doit empêcher M. Biya de l'emporter dans son rêve de grandeur imméritée, dans son rêve narcissique, d'échapper à la justice, d'échapper à la vérité et à l'histoire. Le peuple camerounais, et seulement le peuple camerounais, peut stopper M. Biya. Abordons sans plus tarder le second sujet de cette émission. Je vous ai dit que nous parlerions ensuite, eh bien, de ce que j'appelle le mea culpa. Le mea culpa de Paris et ses complices dans l'impérial terrorisme. Le mea culpa de Paris et ses complices dans l'impérial terrorisme. Qu'est-ce que j'entends par mea culpa? Cette expression latine signifie « j'accepte l'accusation ». Je reconnais que je suis coupable. Alors, sur quel point, maintenant, on se rend compte que la France de Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, a dit mea culpa. Mea maxima culpa. Je reconnais ma faute maximale. En fait, quelque chose de très, très important s'est produit. Une chose d'une très grande importance s'est produite le 25 juillet 2026. Tant que les conséquences de cet événement important n'auront pas été tirées sur le continent, je ne ferai pas une émission sans rappeler cet événement. Lors d'une interview magistrale, délivrée sur la chaîne de télévision, Télé Sahel, la chaîne de télévision officielle du Niger, le président de la République du Niger, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, a délivré un festival de vérités crues. Il a lâché une immense bombe politico-médiatico-géostratégique et géopolitique sur le néocolonialisme français et l'impérial terrorisme occidental. Quelle est cette bombe médiatique, diplomatique, géopolitique et géostratégique énorme, avec déflagration extraordinaire, une véritable bombe à neutrons? Le président Tiani a décrit de manière très précise la constitution des colonnes qui ont attaqué la République bénie du Mali le 25 avril 2026. On sait que le 25 avril 2026, comme nous l'a dit le président malien, le général d'armée Assimi Goïta, 12 000 hommes, armés jusqu'aux dents, mercenaires de l'impérial terrorisme français, ukrainien, européen et otaniens, ont attaqué le Mali, avec pour ambition prendre le pouvoir à Bamako, contrôler les principales villes du Mali. Le président Goïta a parlé d'une attaque coordonnée, complexe et brutale contre le peuple malien, ses forces de défense et de sécurité. L'un des résultats de cette attaque a été ni plus ni moins que l'assassinat du ministre d'État, ministre de la Défense de la République du Mali, notre frère bien-aimé, l'immortel héros, le général d'armée Sadio Kamara. Et des membres de sa famille, plus des personnes qui étaient venues s'adonner au culte, eh bien, de Dieu Tout-Puissant, très tôt le matin, dans une mosquée jouxtant sa demeure. Le président Tiani, quant à lui, a été précis. Et jamais chef d'État africain n'avait été aussi précis sur les responsabilités des États africains et des États non africains dans le terrorisme en Afrique.
Jamais chef d'État dans toute l'Afrique francophone n'avait été aussi précis que lui pour décrire une attaque. Le président Tchani nous a dit il y a 3 colonnes qui ont constitué les 12 000 qui ont attaqué le Mali. Une colonne est partie du nord du Bénin, encadrée par les troupes françaises qui tiennent le nord du Bénin et qui encadrent des groupes terroristes. Cette colonne a cheminé à l'intérieur du territoire burkinabé et est entrée au Mali pour combattre au niveau de Gao et de Sévaré. Une deuxième colonne est partie du territoire mauritanien, de la République de Mauritanie, de El Ghazouani. Elle est entrée au Mali pour combattre à Anéfis. Une troisième colonne est partie du territoire de la République de Côte d'Ivoire, dont le sacre berkilien venu de Saint-Dou pour trouver la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, est encore le lieutenant Ouattara Draman. Cette troisième colonne, partie du territoire ivoirien, est entrée au Mali et est venue combattre à Bamako et notamment dans la ville garnison de Kati. Voilà les faits d'une précision millimétrée, d'une précision absolument redoutable, d'une acuité vigoureuse qui ont été énoncés par le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Mali. Normalement, si les autorités béninoises étaient capables d'effacer ces faits, elles auraient publié un communiqué pour dire encadré par des Français et des Ukrainiens, la colonne des mercenaires terroristes impérialistes n'est pas partie de notre territoire pour entrer dans le territoire burkinabé et dans le territoire malien, attaquer Gao et Sévaré. Si les autorités mauritaniennes avaient la capacité d'effacer ces faits, parce que quand le président Tchani parle, c'est qu'il a les preuves. Et il parle avec une telle précision qu'on sait que tout a été reconstitué. El Ghazouani, si prompte à utiliser la langue de bois et à envoyer des diplomates pour endormir les Sahéliens, El Ghazouani aurait déjà explicitement dit que non, la colonne qui a attaqué Anéfis n'est pas partie du territoire mauritanien où elle a été encadrée et formée par des terroristes français et des terroristes ukrainiens. Mais les autorités du gouvernement de Mauritanie n'ont pas daigné à ce jour, à ma connaissance, pondre un seul communiqué pour démentir les propos du président Tchani. La troisième colonne est partie du territoire de Côte d'Ivoire. Le président Tchani a bien précisé du nord de la Côte d'Ivoire, la zone qu'Alassane Draman Ouattara a remise à l'OTAN, a remise au néocolonialisme français, pour qu'ils y préparent des troupes. Le président Tchani est même allé plus loin en expliquant que la base française d'Abidjan, qui a été rebaptisée base générale Thomas Dakin Ouattara, mais qui demeure une base française, elle a encore un changement cosmétique pour tromper les niais, un peu comme celui de l'ECHO qu'on veut changer, soi-disant, en réalité, alors que c'est un franc CFA bis qui est caché. Ils disent qu'ils sont partis du 43e BIMA, que la base s'appelle désormais base générale Ouattara Thomas Dakin, mais ils y sont toujours. C'est un peu comme leur écho. Hein? Ils disent qu'ils ont quitté le franc CFA, mais ils sont toujours dans le franc CFA. D'où j'ai dit que l'écho était l'écho d'un bruit qui n'existe plus. Donc là, le général Tchani a précisé les choses. Et je vous rappelle que le président Abdourahmane Tchani ne connaît pas la Côte d'Ivoire par les livres. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire par la télé. Il connaît la Côte d'Ivoire comme officier de terrain, car il a fait partie du détachement nigérien en Côte d'Ivoire et a vu plusieurs épisodes saillants de l'histoire militaire ivoirienne. En tant qu'acteur, il était sur le terrain et il sait notamment ce que le néocolonialisme français a fait en Côte d'Ivoire. Donc quand il nous dit la base, la colonne qui a attaqué Bamako est partie de Côte d'Ivoire, le chef de l'État nigérien sait de quoi il parle. Et l'extraordinairement bedonnant Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, est attendu depuis. Lui qui est si volubile, si prolixe, si prompt à venir faire des tournures indignes de quelqu'un qui se dit professeur de français, a tout d'un coup perdu sa langue. Où est le démenti d'Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, pour dire la colonne qui a attaqué le Mali n'est pas partie de Côte d'Ivoire? Où est le démenti? Alors, la question est la suivante. Pourquoi se taise-t-il? J'ai plusieurs explications, plusieurs raisons. J'en ai noté 4 que je vous donne. Ils se taisent parce que cette fois-ci, les faits sont tellement flagrants que parler, c'est s'humilier, c'est s'enfoncer. C'est courir le risque d'avoir des précisions encore plus assommantes. Donc, ils se taisent parce que les faits sont troublants.
Les faits ont une consistance. Quand quelque chose a eu lieu là, et quand cette chose est révélée avec une précision métronomique, comme celle du général Abdourahmane Tchani, le démenti devient impossible. Donc, ils se taisent parce qu'ils sont sous l'effet d'une contrainte épistémologique, une contrainte scientifique. Au sens où Spinoza disait veritas verum index sui. La vérité a elle-même son propre signe. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Durement vrai et vraiment vrai. Donc, oser commencer un démenti, c'est littéralement tenter de faire passer un chameau par le trou du chasse d'une aiguille. Première raison, les difficultés épistémologiques. Intellectuellement, c'est difficile à surmonter. Ouattara, qui est pourtant un menteur de très haut vol, a eu du mal à inventer un canular, à servir aux Ivoiriens à l'opinion. Silence radar. Il y a une deuxième raison. La deuxième raison est strictement militaire. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas? Mais parce qu'ils sont encore en train de réfléchir aux raisons pour lesquelles ils ont été battus le 25 avril. Ils n'avaient pas prévu de perdre le 25 avril. Regardez l'agenda d'Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. Il avait un agenda qui indique qu'il se préparait à fêter la victoire de ces hommes contre le Malikoura du président Assimi Goïta. Macron avait prévu un agenda de tournée africaine. Ça devait être une tournée triomphaliste à l'occasion de laquelle il devait se réjouir des déboires du Mali, des déboires du régime malien qu'il croyait pouvoir faire tomber cette nuit du 25 avril. Regardez, il avait prévu d'aller se vanter au Kenya. Après le Kenya, il devait traverser pour venir au Ghana. Et tout ça a été remis en cause par la défaite monumentale de ces hommes. Les troupes préparées par les instructeurs français et ukrainiens, les instructeurs européens, otaniens, ces troupes ont été sévèrement défaites. Le silence est lié à cet effort de comprendre pourquoi ils ont perdu. Ils ont tenté une nouvelle attaque entre le 4 et le 9 juillet, parce qu'ils pensaient avoir tiré les leçons de leur échec du 25 avril. L'attaque du 4 au 9 juillet est une attaque de type expérimental. Ils ont essayé de corriger leurs erreurs. Ils ont tenté de monter quelque chose qui marche mieux que le 25 avril. Et là encore, ils ont mordu du 4 au 9 juillet, sévèrement la poussière. Dans leur attaque coordonnée, complexe et brutale, ils ont reçu une déculottée de plus, qui leur a même valu le refroidissement, l'éloignement relatif, pas total, pour jamais leur faire confiance, et bien des Algériens, d'Abdelmajid Tebboune. C'est vraiment après la deuxième défaite successive, après celle du 25 avril, celle du 4 au 9 juillet, que l'Algérie a dit, c'est plus la peine de miser sur ces gars, ils ne seront pas capables de plier les intrépides forces armées maliennes. Ils ne seront pas capables de les plier. Ils n'ont pas pu le 25, ils ont essayé du 4 au 9, ils ont été pliés, et actuellement, le Mali est un hachoir pour les groupes terroristes. Donc, voilà la deuxième raison pour laquelle, motus, bouche cousue, on ne parle plus. Parce qu'ils ont de la peine à réaliser que l'armée malienne et ses alliés de la Fédération de Russie a la main sur eux. Ils ont la main, c'est l'armée malienne qui commande. Ce sont les FAMA qui commandent ici. Le terrain est commandé par les FAMA. Ceux qui courent pour sauver leur vie, ce sont les terroristes dont l'espérance de vie est réduite, très réduite. Et ceux qui leur courent après, ceux qui ont l'initiative, ceux qui sont à l'offensive, ce sont les forces armées maliennes. Et ça, pour les états-majors du néocolonialisme français, pour les états-majors des groupes terroristes et des pays de la CEDEAO qui ont décidé de servir de base arrière à ces criminels, c'est un vrai problème militaire. Leurs meilleurs géostratèges militaires, leurs meilleurs tacticiens militaires sont au travail. Ça bachote, ça psychote, ça cogite, ça essaye de penser une solution pour contourner le dispositif du Mali. D'où le silence. Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle, c'est l'avant-dernière raison de ce silence. Pourquoi se taisent-ils? Ils se taisent parce qu'ils ont perdu la bataille médiatique de la virginité. Vous savez, la ligne de communication de Paris, la ligne de communication des satellites néocolonisés de Paris était de dire, nous, on n'a rien à voir avec le terrorisme. Le terrorisme, c'est Al-Qaïda, c'est l'État islamique, on n'a rien à y voir. Et tous les médias de France Télévisions et leurs succédanés en Afrique étaient chargés de relayer ce mensonge, que la France, l'Union européenne, l'OTAN combattaient aussi bien le terrorisme que les pays de l'Alliance des États du Sahel. Le temps où cette théorie vaseuse de la lutte antiterroriste s'imposait, ce temps est passé. Plus personne de sérieux, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, ou dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens, ne croit que l'OTAN, l'Union européenne, la France et l'Ukraine soient du côté de la lutte antiterroriste dans le monde. Tout le monde
maintenant qui se met au diapason de l'information géopolitique, géostratégique internationale, c'est que l'OTAN est une organisation de terrorisme d'État. Que les pays de l'Union européenne qui sont membres de l'OTAN soutiennent le terrorisme d'État. On sait de manière très active que les régimes français, notamment depuis l'avènement de Sarkozy, de Hollande jusqu'à Macron, ont activement été autour des groupes terroristes qui ensanglantent le continent. Ce sont maintenant des lapalissades, ce sont des évidences partagées. On sait de manière scientifiquement imparable que le terrorisme qui sévit en Afrique est soutenu, même par la France, par l'Union européenne, qu'il est soutenu par l'OTAN. Et on sait que ce sont les renseignements généraux américains qui ont créé les deux principales organisations terroristes. Et on le sait même par la bouche du président américain actuel, Donald Trump, qui a ouvertement dit c'est l'administration Obama-Clinton qui a créé l'État islamique. Et tout le monde sait que Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par les services américains pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Et la boucle est bouclée. Les principales organisations terroristes qu'on a dans le monde sont l'émanation des renseignements généraux occidentaux. Et travaillent en étroite intelligence avec eux. Et on le voit d'ailleurs, y compris avec les alliés de l'OTAN au Moyen-Orient, que sont l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, tous ces pays-là hébergent les chefs des organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique et qui sont connus et qui sont protégés par la France, protégés par l'Union européenne, protégés par l'OTAN. Donc en fait, même d'un point de vue médiatique, du point de vue médiatique, il est difficile aujourd'hui à Macron, il est difficile à l'Union européenne d'échapper à l'accusation de soutien et de financement du terrorisme en Afrique. Parce que les sources même qui établissent cela, comme je l'ai montré dans mon livre, l'impérial terrorisme, ce sont d'abord les sources occidentales. Dans mon livre, l'impérial terrorisme, les principales sources d'alimentation du terrorisme que j'ai citées, les preuves de l'alimentation et de l'organisation du terrorisme que j'ai citées dans ce livre, sont des preuves occidentales. C'est des preuves américaines, des preuves européennes, des preuves françaises. Je n'ai pas cité de preuves africaines. Car si j'avais cité des preuves africaines, par exemple, les révélations des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, on m'aurait accusé de parti pris. On aurait dit, tout naturellement, il soutient les régimes sahéliens et il ne peut que soutenir les déclarations. Il ne peut que soutenir les déclarations des dirigeants de ces régimes. Non, j'ai cité ici les preuves officielles tirées des documents officiels américains, les preuves officielles tirées des documents officiels européens, les preuves officielles tirées des documents officiels français. Ce sont leurs propres documents officiels, ce sont leurs propres officiels. C'est Tulsi Gabbard qui a été directrice de l'agence du renseignement. C'est Elon Musk qui a été directeur de l'agence de la bonne gouvernance. Ce sont des sénateurs américains qui parlent dans ce livre et qui disent « Nous, Américains, sommes responsables du financement, de l'armement du terrorisme. » Ce sont des dirigeants français comme Fabius qui parlent dans ce livre, qui avouent que c'est la vie de jouer au double jeu avec les Maliens en faisant semblant de combattre le terrorisme d'un côté, alors que de l'autre côté, on a armé, organisé, financé les terroristes. C'est Emmanuel Macron en personne qui parle ici. Je reprends son interview du Figaro en juin 2017 où il reconnaît que la France est coupable d'avoir fait la guerre contre la Libye, d'avoir provoqué la faillite des États sahéliens et la prospérité du terrorisme. C'est Macron, l'actuel président français, qui parle dans ce livre. Voilà pourquoi il aura été impossible d'attaquer ce livre pour diffamation. Macron a choisi de mettre la pression à travers son ami Jeff Bezos de la plateforme Amazon pour que je n'ai plus le droit d'avoir des royalties de mon livre qui se distribuent comme des petits pains, soi-disant. Soit dit en passant. Mais oui, donc, ce livre-là est la condensation des preuves qu'aucun média occidental ne peut affronter. France 24 ne peut pas démontrer que l'enquête menée par France 24 elle-même, le 30 juillet 2014, concluant au fait que la France est le premier banquier des djihadistes au Sahel. France 24 ne peut pas contredire sa propre enquête. C'est elle que j'ai citée. France 24 est un média qui dépend directement du ministère français des Affaires étrangères. Quand je cite France 24, est-ce qu'on peut m'accuser de diffamation alors même que je me base sur ce que les médias officiels français eux-mêmes ont reconnu? Voilà, page 47 de ce livre. Page 47. Page 47. Otage, la France, premier banquier des djihadistes d'Al-Qaïda. Ça c'est France 24 qui le dit. J'ai appliqué ici la méthode ancestrale de manger mon piment dans leur propre bouche. Vous comprenez pourquoi un livre aussi explosif et des révélations aussi explosives que celles du président Abdourahmane Tchani ne font pas l'objet de procès en diffamation? Vous ne pouvez pas prouver que ce que vous avez vous-même reconnu est faux. C'est simple que ça. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont du mal? C'est pour cela. Et enfin, il y a une dernière raison pour laquelle ils ont du mal. Ils ont du mal parce qu'ils se rendent compte que les pays africains victimes du terrorisme sont en train de s'acheminer vers la prochaine étape. Nous, en Afrique, nous sommes fatigués de dénoncer les coupables du terrorisme. Nous les connaissons. Nous sommes fatigués de les dénoncer.
Parce que ça, on a déjà fini. Le travail de la dénonciation et l'identification des coupables du terrorisme a déjà été fait. L'Afrique est maintenant dans une phase nouvelle, et c'est la 5e raison pour laquelle ils n'osent pas parler, c'est la judiciarisation. Écrivez ce mot. Judiciarisation des crimes terroristes. Autrement dit, il est temps que les tribunaux africains condamnent les dirigeants des pays qui financent, qui arment, qui soutiennent, qui médiatisent le terrorisme. Il est temps que les commanditaires du terrorisme soient convoqués au tribunal. Il est temps que Macron soit convoqué au tribunal en Afrique. Il ne viendra pas, on le sait, c'est un gros poltron. Mais il faut qu'il soit condamné. On ne peut pas avoir la preuve que les services français participent à l'encadrement des terroristes et ne pas engager la responsabilité du chef suprême des armées françaises, qui n'est rien d'autre que lui-même le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron. Moi, j'appelle les tribunaux africains à condamner Emmanuel Macron, à condamner tous les membres du gouvernement français qui font partie de la courroie de commandement. Parce que les instructeurs militaires français qui encadrent les groupes terroristes agissent sous les ordres du ministre de la Défense. Ils agissent sous les ordres du patron du ministre de la Défense, qui est le Premier ministre de France. Ils agissent sous les ordres du patron du Premier ministre de France, qui est le président de la République française. Toute cette courroie de commandement, jusqu'aux officiers qui sont sur le terrain, doit être citée au tribunal et condamnée comme tel. Oui! Et donc, ils n'osent plus parler parce qu'ils savent que le temps où les procès vont s'ouvrir arrive. Et ils ne veulent pas alimenter l'accélération de ce temps. Voilà la symbolique, voilà le sens de ce mutisme, de ce mea culpa. Mais nous, Africains, conscients, n'avons pas à reculer. Il faut que la justice africaine condamne les auteurs du terrorisme en Afrique. Nous en avons marre de condamnations qui se contentent de condamner les mercenaires, c'est-à-dire les employés. Il faut que les condamnations condamnent les employeurs, les envoyeurs, les commanditaires. Même si nous ne pouvons pas encore les arrêter ou leur opposer les décisions de nos juges, il faut qu'ils soient condamnés. Parce que de l'autre côté, ils ne se gênent pas pour condamner les Africains. Ils ont créé la CPI pour condamner les Africains, comme ils veulent. Ils se sont donné la compétence judiciaire universelle. Par exemple, la Belgique et certains tribunaux français se donnent une compétence judiciaire universelle. C'est-à-dire le droit de condamner qui ils veulent. Le président de n'importe quel pays peut être condamné dans leurs tribunaux. Mais il est temps qu'on leur rende la réciproque. Le temps de la dénonciation des responsabilités dans le terrorisme est passé. Nous sommes arrivés au temps de la judiciarisation. Tant que cette judiciarisation n'aura pas commencé, je n'aurai de cesse d'en appeler à la judiciarisation. Et il faut que tous ceux qui sont coupables de la mort précoce, la mort violente et des souffrances des Africains, il faut qu'ils soient jugés, condamnés, et que cela soit un élément important déterminant les relations diplomatiques avec les États dont le rôle est avéré dans la tragédie africaine. L'Afrique qui dénonce, l'Afrique qui se plaint, l'Afrique qui multiplie des preuves, cela ne suffit plus. Nous voulons que nos tribunaux condamnent nos bourreaux. Nous ne voulons plus du silence de nos tribunaux, du silence de nos institutions judiciaires. Nous ne voulons plus d'une lutte judiciaire antiterroriste qui se limite aux employés du terrorisme, aux petits bouseux à qui on a donné 10 000, 20 000, 30 000 pour tuer leurs propres frères. Les tribunaux doivent appeler les noms des commanditaires. Dès lors que ce sont des instructeurs militaires français et ukrainiens qui encadrent des troupes terroristes contre les Africains, Emmanuel Macron, son Premier ministre, son ministre de la Défense, son chef d'état-major et tous les officiers affectés à travailler en Afrique doivent être cités au tribunal. Ils doivent être cités au tribunal. Zelensky, pareil. Je suis fatigué de cette histoire où on sait que des Ukrainiens viennent ici encadrer des terroristes pour tuer les Africains et Zelensky n'est condamné dans aucun tribunal africain. Alors que ces Ukrainiens travaillent sous les ordres de Zelensky. Ils ont été ouvertement revendiqués par l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal et par le directeur des services de sécurité ukrainiens. De quoi nous, en Afrique, là, nous avons besoin pour condamner Zelensky, condamner le directeur des services ukrainiens. On sait qu'ils vont aussi condamner nos dirigeants, mais on se condamne et puis on est dans le monde, on avance. Il y aura des conséquences quand on va commencer à les condamner. Eux aussi vont tenter d'organiser des procès. Ils vont tenter d'organiser des procès UBS pour condamner nos dirigeants. Mais ça fait quoi? De toutes les façons, ils allaient le faire, même si on ne les condamnait pas. À partir du moment où vous dites à ces gens-là, vous ne pouvez plus prendre mon uranium, mon pétrole, mon gaz, vous ne pouvez plus, je ne suis pas obligé de vendre et acheter en dollars ou en euros. À partir de ce moment-là, eux, ils vous ont déjà condamné.
Donc, on perd quoi à les condamner? Rien du tout. Au contraire, ça change tout. Parce que désormais, leurs noms seront cités dans nos systèmes judiciaires comme des noms de criminels. Oui! Et il ne s'agit pas d'un abus de langage, c'est ce qu'ils sont. Il faut que les criminels occidentaux qui ensanglantent l'Afrique soient archivés comme étant des condamnés. Là où il y a la peine à perpétuité, on leur donne. Là où il y a la peine de mort, on la proclame. Parce que ces gens-là ont quand même massacré suffisamment d'Africains pour qu'on arrête de les caresser. Oui! Donc, judiciarisation. S'il y a un mot à retenir de ce second sujet, c'est le mot judiciarisation. J'appelle les magistrats africains à jouer leur rôle. Nous sommes des intellectuels. Nous sommes dans la société civile africaine. Nous jouons notre rôle. Magistrats africains, jouez votre rôle. Prenez les initiatives. Il y a suffisamment de faits. Nos procureurs partout en Afrique doivent se saisir de ces faits qui sont attestés. Ils doivent s'en saisir pour protéger les citoyens. Toutes les régions africaines où a sévi le terrorisme, du fait de ces gens-là, les procureurs doivent se saisir du dossier et condamner toute la chaîne de commandement qui a participé à l'opération. Non, le président Tiani ne peut pas avoir parlé pour rien. Avant lui, le président Traoré a parlé, il n'a pas parlé pour rien. Le président Goïta a parlé, il n'a pas parlé pour rien. Les ministres de l'Alliance des États du Sahel ont parlé, ils n'ont pas parlé pour rien. Le Mali a porté plainte le 15 août 2022 contre la France à l'ONU. Le Mali n'a pas porté cette plainte pour rien. Il faut déjà que cette France soit condamnée au Mali ici. Mais oui! La plainte que le Mali a portée à l'ONU, là, elle doit être portée devant les tribunaux maliens et nos magistrats doivent condamner cette France-là, ici. Et puis on est assis. Parce que si on attend l'ONU, où il y a un rapport de force, avec la France qui détient le droit de veto, jamais le procès ne se tiendra. Mais ce que nous pouvons faire chez nous-mêmes, faisons-le d'abord. Parce que eux, de toutes les façons, vous avez bien compris, ils ne nous feront aucun cadeau. Voilà la vérité. Bon, j'aborde maintenant le dernier sujet de cette émission. C'est un sujet explosif, hein, car je ne passe pas une journée sans avoir une pensée pour notre peuple soumis aux pires atrocités en République démocratique du Congo. Matondo mingi, Congo, Mboka, ya Afrika. Matondo mingi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe au Congo depuis 30 ans? Africains, nous qui marchons dans le monde, est-ce que nous mesurons ce qui se passe au Congo, République démocratique, depuis 30 ans? J'ai déjà donné plusieurs conférences pour toucher ici la fibre cardiaque, pour toucher le cortex cérébral de chaque Africaine et de chaque Africain à propos de ce qui se passe au Congo. Nous sommes tous humiliés au Congo. Hein. C'est toute l'Afrique qui est humiliée au Congo. Depuis l'assassinat de Lumumba jusqu'à nos jours, hein, c'est nous les Africains qui sommes humiliés au Congo. Alors, mais je parle du Congo aujourd'hui, pas simplement pour vous rappeler la tragédie. Je me suis intéressé à une question. En réfléchissant sur le Congo, quelque chose m'a frappé. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de me donner toutes les cartes du déplacement des pandémies et des endémies au Congo. C'est-à-dire ces maladies qui se propagent à travers des virus opportunistes. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de me donner ces cartes. L'intelligence artificielle m'a donné les cartes. Mais j'ai été bluffé par la presque totalité des cartes qui reflètent l'information suivante. Je vais vous montrer un peu une carte. Je vais vous montrer une carte. Je l'ai publiée sur ma page Facebook. C'est une carte internationalement acceptée par la Banque mondiale, par le FMI, par l'OMS. Cette carte-là, je l'ai publiée ici. Voilà. Par exemple, c'est la carte du déplacement du virus Ebola en République du Congo. En République démocratique du Congo. La carte du déplacement du virus Ebola en République démocratique du Congo. Je vous montre comme ça. Et je vous cite les localités de la République démocratique du Congo qui sont les plus touchées par le virus Ebola. Bukavu, Luiro, Bunyakiri, Minova, Goma, Walikele, Mweso, Bambo, Rutshuru, Kibirizi, Butembo. Komenda, Bunya, Fataki, Montboilou et toutes les régions qui sont frappées de plein fouet par le virus Ebola se trouvent au sud Kivu, au nord Kivu et dans la région de l'Ituri. D'abord, quand j'ai regardé cette carte comme ça, j'ai dit, mais
Bizarre. Ce sont donc les régions du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri qui sont les zones privilégiées de circulation du virus d'Ebola. Mais quelles sont les zones les plus convoitées de la République démocratique du Congo? Quelles sont les zones de matières premières les plus convoitées par les terroristes impérialistes occidentaux et leurs agents locaux que sont le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni? Quelles sont les zones les plus convoitées par ces hommes? Mais je n'en revenais pas. Les zones les plus convoitées par les impériaux terroristes de l'OTAN, de l'Union européenne, et leurs agents locaux que sont le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni, les régions les plus convoitées par ces gens en raison des minerais, de cuivre, de diamants, d'or, de manganèse, de coltan, de lithium, etc. qu'on y trouve, ce sont les régions du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri. Ça, Froulaï. À partir de là, on se rend compte qu'il y a donc une corrélation entre la progression du virus d'Ebola et la progression des groupes terroristes. Il y a une corrélation entre les zones qui sont les cibles du terrorisme impérialiste international, occidental et afro-oriental. Le terrorisme kagaméen et moussevénien marche dans le sillage du virus Ebola. D'ailleurs, quand vous prenez la carte du positionnement des groupes terroristes en République démocratique du Congo, et vous prenez la carte de l'évolution du virus, vous vous rendez compte que le virus est exactement là où les groupes terroristes évoluent. Le virus se démultiplie, les virus se démultiplient exactement dans la zone où les groupes terroristes évoluent. Alors là, je pose une autre question très précise, de savoir, mais quelle est la nature même de ces virus qu'on a en République démocratique du Congo? L'intelligence artificielle me répond. La République démocratique du Congo a été frappée par de multiples vagues de maladies endémiques, d'épidémies récurrentes et de crises pandémiques majeures ces 30 dernières années. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle dit que c'est ces 30 dernières années qu'il y a eu une accélération de quoi? Des endémies, des épidémies et des pandémies en RD Congo. Mais en effet, l'agression organisée par l'Union européenne, organisée par l'OTAN, notamment les États-Unis, contre la République démocratique du Congo, c'est une agression qui date de 30 ans. Donc il y a comme une chronologie identique entre l'avènement des grandes pandémies, des grandes endémies et des épidémies, et l'avènement des troupes de l'impérial terrorisme occidental à travers le Rwanda et l'Ouganda. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une corrélation parfaite. Et quand la corrélation est parfaite, c'est ce qu'on appelle une bijection. Une bijection. Pour ceux qui se souviennent de leur leçon de mathématiques, en théorie des ensembles, il y a une bijection. D'où nous pouvons donc formuler l'évidence scientifique qui saute à nos yeux de la manière suivante. Les virus sont un outil du terrorisme, de l'impérial terrorisme contre la République démocratique du Congo. Alors, on va nous dire, oh voilà, un complotiste. Oh, quel complotiste, mon œil. Non. Je suis en train de réfléchir à la signification de la superposition des cartes, de la coïncidence des dates, entre l'avènement des endémies, des pandémies, des épidémies, et l'avènement des groupes terroristes, instrumentalisés par l'Occident pour envahir le Sud Kivu, le Nord Kivu et l'Ituri. Et, comme par hasard, dans l'Ituri, il y a même des terroristes qui prétendent vouloir islamiser les Congolais. Comme il y en a qui viennent prétendre vouloir islamiser les Nigériens qui sont à plus de 90% musulmans depuis 1400 ans. Sans froula. Et oui, job, bébé Zamba. Voici donc la sorcellerie. Voici les sorciers pris la main dans le sac. Écoutez, soyons très sérieux. Est-ce que les virus ont été utilisés dans le cadre du terrorisme international contre l'Afrique? Oui. Allez étudier l'histoire des laboratoires biologiques qui ont été animés en Afrique du Sud pendant le régime de l'apartheid sous la direction du docteur Wouter Basson. Wouter Basson était le chef d'un laboratoire qui élaborait des armes biologiques, c'est-à-dire des virus comme celui d'Ebola, les virus comme celui du Mpox, virus du charbon, et on propageait ces virus dans toutes les zones où l'Afrique du Sud combattait les militants de l'ANC et leurs bases arrières. Ça, c'est un fait qui s'est déroulé en Afrique australe et qui a été documenté d'une manière imparable. J'ai écrit un livre intitulé « Chantier de l'émancipation africaine ». Et dans ce livre, il y a un article que vous pouvez retrouver dans la presse internationale. Il a été publié partout dans le monde. L'Afrique face à la guerre biologique. L'Afrique face à la guerre biologique.
de l'impérialisme occidental. Dans cet article, je documente les pratiques d'instrumentalisation des virus par des puissances pour nuire à l'Afrique. Et je donne essentiellement des preuves occidentales de ces pratiques. Parce que si je citais les preuves africaines, on m'accuserait encore de parti pris. Je ne cite que des preuves occidentales, c'est-à-dire américaines et européennes. Qu'on a utilisé des virus pour combattre les Africains. Qu'on a plusieurs fois essayé de stériliser les Africains pour les empêcher de croître normalement. Qu'on a déversé le bacille du charbon, comme on déverse au Cameroun, mon pays natal, l'armée française a utilisé des armes de guerre biologiques. Elle a bombardé le Cameroun au napalm. Au napalm. C'est-à-dire qu'elle a utilisé des armes chimiques. Alors, j'ai écrit un article intitulé « L'Afrique face à la guerre biologique, l'Afrique menacée par la guerre biologique de l'impérialisme occidental ». Et cet article aussi, il n'est fait que de documents occidentaux, de preuves occidentales, pour qu'on ne dise pas que c'est un complot. Alors, quand je regarde la situation de la République démocratique du Congo, je suis en capacité de vous dire, sans le moindre risque de me tromper, que les épidémies de la variole du singe, les épidémies d'Ebola, qui opportunément se trouvent dans les provinces du sud, dans les régions du sud Kivu, du nord Kivu et de l'Ituri, sont des épidémies organisées contre la République démocratique du Congo par ceux qui veulent le sous-sol congolais. C'est la méthode du docteur Wouter Basson, appliquée en Afrique australe, contre l'ANC, contre la SWAPO, contre le MPLA, contre tous les mouvements de libération d'Afrique australe. Les armes de guerre biologique ont été utilisées par les Occidentaux à travers leurs satellites sud-africains. Oui, expliquez-moi pourquoi cette épidémie-là, elle n'apparaît pas au Rwanda, elle n'apparaît pas en Ouganda, elle n'apparaît qu'au Congo, à la frontière du Congo. Expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi cette épidémie progresse d'est en ouest, sans pourtant avoir un foyer véritable dans l'est. Épidémie, pandémie, endémie opportuniste, instrumentalisée par l'impérial terrorisme contre l'Afrique. Voilà le diagnostic. Nous sommes dans une véritable guerre biologique contre la République démocratique du Congo. Et on comprend d'autant plus l'utilisation du virus d'Ebola, on comprend l'utilisation de la variole du singe, parce que l'objectif étant d'exploiter le sous-sol. Il faut pousser les populations à fuir la zone. Et qu'est-ce qui peut faire fuir la zone? Les balles assassines peuvent. Mais si l'armée nationale résiste un peu, empêchant la progression des hommes de Kagame et de Museveni, tout naturellement, on ne peut pas empêcher la population de continuer à rester sur ce sol hyper riche. Par contre, les virus, ils sont tellement volatiles, ils sont tellement plus efficaces, puisqu'ils rendent toute la population malade et qu'ils peuvent l'exterminer en un temps record. On choisit donc, en avant-garde, on fait partir les virus affaiblissent la population, font déjà fuir une bonne partie de la population, et puis les mercenaires de l'impérial terrorisme viennent finir le travail. Voilà le plan de guerre. L'expansion des virus en République démocratique du Congo est une partie du plan de guerre de l'impérialisme occidental contre cette terre. Car en fait, depuis le courrier d'août 1939, écrit par Franklin Delano Roosevelt au président John Fitzgerald Kennedy, c'était écrit au président Kennedy. Depuis ce courrier-là, dont nous avons eu l'occasion de lire le contenu ici, dans ce courrier-là, il disait au président Kennedy, il faut prendre... au président Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Le courrier disait ceci, prenez des dispositions pour que les Congolais ne soient pas les maîtres de leur sous-sol. Car le sous-sol congolais détient des matières premières d'une importance très stratégique. Il ne faut pas qu'on laisse les Congolais les gérer, il ne faut pas qu'on laisse les Soviétiques mettre la main dessus, encore moins les Chinois. Depuis pratiquement les années 30-40, la plus grande puissance de l'Occident, les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne, et tous les satellites coloniaux occidentaux ont juré de ne pas laisser la République démocratique du Congo vivre tranquillement. Jouir tranquillement de ses richesses. L'expansion du virus d'Ebola, l'expansion de la variole du singe est une expansion militaire. C'est une arme de guerre. C'est une arme de guerre. Il n'y a qu'à voir la zone où le virus se déploie pour comprendre qu'il est vraiment coordonné. Il est déversé opportunément. Parce que si ce virus était un virus qui évolue simplement par les aléas naturels, il aurait déjà envahi totalement le Rwanda et totalement l'Ouganda. C'est un virus, ce sont des virus qui sont coordonnés, ce sont des virus qui sont encadrés, ce sont des virus qui sont orientés. Pour obtenir quoi? Le départ des populations du Sud Kivu, du sol du Sud Kivu, le départ des populations congolaises du sol du Nord Kivu, le départ des populations congolaises du sol de l'Ituri, et celles qui résistent, on les achève à l'arme de guerre militaire. Voilà une vérité que les intellectuels africains doivent dire. Si nous sommes nombreux à la dire, elle s'imposera aussi clairement qu'on sait maintenant qui attaque
l'Afrique à travers Al-Qaïda et l'État dit islamique. Nous avons le devoir de dénoncer la guerre biologique qui est menée contre l'Afrique. Nous avons le devoir de la documenter. Donc, je prendrai la peine de republier une étude spécifique sur l'instrumentalisation, sur la guerre biologique contre le peuple congolais. Qu'il me soit donné l'énergie nécessaire pour produire cet ouvrage. Je vais spécialement produire une étude sur la guerre biologique contre le peuple de la République démocratique du Congo. Car c'est une guerre biologique. Alors, la chose la plus lâche dans toute cette histoire, c'est l'attitude des gouvernants. Ce que je vous dis là, je ne prétends pas que le président Félix Tshisekedi ne le sache pas, il le sait. Les autorités congolaises actuelles savent que la variole du singe, Ebola, tous ces virus opportunistes qui progressent dans le sud, le nord Kivu et dans l'Ituri, sont actionnés par leurs parrains occidentaux. Mais les autorités n'osent pas dénoncer l'origine, eh bien, militaire de cette invasion bactériologique. Elles n'osent pas la dénoncer, pourquoi? Parce que ces autorités sont complices des puissances occidentales qui attaquent leur propre pays. Voilà le problème. La preuve de cette complicité, c'est l'accord de paix qui a été signé par les autorités congolaises avec les autorités rwandaises sous l'égide des États-Unis. Accord qui dit que les États-Unis vont organiser l'exploitation du sous-sol congolais en bonne entente avec le Rwanda et l'Ouganda. Cet accord-là, à lui seul, est la preuve de cette complicité. D'un côté, donc, on envoie l'armée congolaise combattre eh bien, les mercenaires terroristes de l'impérialisme occidental, et de l'autre, on sait qu'on a signé un traité qui dit que les impérialistes occidentaux ont la responsabilité de partager les richesses du Congo avec leurs mercenaires et accessoirement seulement le peuple congolais. Donc, nous sommes dans une situation honteuse. Le Congo, c'est notre honte. Ce qui se passe en République démocratique du Congo fait partie de l'humiliation du génie africain, l'humiliation de l'intelligence africaine, l'humiliation de la dignité africaine, l'humiliation de l'humanité africaine. Elle se joue au Congo. Et la guerre biologique contre le Congo est un modèle qui a déjà été testé partout ailleurs en Afrique. Je vous documenterai dans un tout petit livre d'une centaine de pages le thème de la guerre biologique de l'impérialisme occidental contre la République démocratique du Congo, afin que nul n'en ignore. C'est la seule façon pour moi de compatir avec le peuple africain intoxiqué, couvert de virus, fabriqués dans les laboratoires criminels de l'Occident. Oui, c'est ma seule façon et je vous invite à prendre la parole. Africains, sortez de la peur. Sortons de la lâcheté. Sortons de l'à peu près. Appelons les chats. Car de toutes les façons, nous n'avons pas d'autre manière d'espérer avoir une vie digne, une vie noble, une vie prospère pour nous et pour ceux qui viendront après nous. Il n'y a pas d'autre chemin. Nous devons marcher avec courage, lucidité, avec intelligence dans les pas de Lumumba, de Moulele, dans les pas de Boganda, de Oumniobe, de Moumie, dans les pas de Sankara, dans les pas de Samora Machel. Nous devons marcher, mais avec lucidité et courage. Et pour cela, il faut servir courageusement la vérité. Il faut servir courageusement la vérité. Congolaises, Congolais, Africaines, Africains, mes chers frères et sœurs, nous sommes sous guerre biologique en République démocratique du Congo. Voilà la vérité. La guerre terroriste est accompagnée, soutenue, agrémentée par la guerre biologique. La carte de l'expansion bactériologique en République démocratique du Congo est la photocopie de la carte de l'expansion terroriste. Il s'ensuit que le terrorisme n'est pas que militaire, il est également un terrorisme biologique. Bref, le terrorisme militaire n'utilise pas que les armes conventionnelles ou non de combat, il utilise des armes non conventionnelles, il utilise des armes biologiques. Voilà la vérité. Et il faut le dire pour des milliers de Congolais qui ont vu leur vie précocement arrachée à cause de cette stratégie cynique, diabolique. Dédicace spéciale au peuple congolais et à toutes les Africaines, à tous les Africains qui aiment la vérité et qui la disent. Maintenant, vous avez bien compris. Pourquoi les Biaz manipulent l'armée? Pourquoi les puissances impériales terroristes se taisent? Et pourquoi les virus marchent dans les mêmes pas que les terroristes en République démocratique du Congo?
République démocratique du Congo, Matondo Mingi. Matondo Mingi, mboka ya Afrika, ya Congo. Matondo Mingi. Matondo Mingi. Voilà la vérité dite sur la situation de notre peuple. Est-ce que j'ai appelé un chat ici un animal poilu? Pignol? Non. Un chat est un chat. La guerre biologique, c'est la guerre biologique. C'est dit, bon. Nyamou mamé. Alama Wejoni. Wawonga. Un chat est un chat. Excellente semaine à toutes et à tous. Et une fois de plus, force et courage à chacun d'entre nous dans les tribulations de la vie et de nos combats. Bientôt, l'Alliance des peuples d'Afrique centrale, si Dieu le veut, pour le bonheur des peuples d'Afrique centrale, comme l'Alliance des États du Sahel. Je salue mon jeune frère, Oumar, qui est venu de Libreville prendre un de mes ouvrages dédicacés. Oumar, je salue ta famille. Oumar Kaloussi. Bien des choses à ta famille, à ta mère, à ton épouse, à tes enfants. Et merci de ta visite à Bamako, chez nous, au Mali, ce midi. Merci, Oumar. Jalali Long a chanté Podol, le porte-parole à la gloire d'un grand Africain du Cameroun, Ruben Oumnobé. À tous les Podol d'Afrique, je dédie cette chanson. Bonsoir à toutes et à tous. Vous étiez plus de 20 000 à suivre cette émission ce soir. Je vous remercie de votre fidélité. Merci infiniment. Merci à celles et ceux qui ont partagé. Merci. Merci.